Bon, on va reprendre. On m'entend là, c'est bon? Ouais. On va reprendre à zéro. Donc bonjour à tous, c'est avec plaisir que Maison du Design vous accueille ce soir. Donc avant tout, un petit mot sur moi-même. Donc je suis Maxence Lafaux. Je suis le nouveau chargé de communication de Maison du Design depuis hier, tout simplement. Donc c'est vraiment mes débuts. Alors, Maison du Design, c'est un lieu d'accompagnement pour toute entreprise liée au design, donc qu'elle soit dans sa création ou alors en développement. C'est aussi un lieu d'exposition et c'est suite à notre rencontre avec Lumons et MBuild que cet événement a été mis sur pied. Alors, j'en profite déjà maintenant pour vous dire que le Dream se trouvera près de l'exposition au niveau de la boutique et j'aurais juste une petite requête, c'est de ne pas toucher en fait les créations de nos artistes et aussi de déposer bien sûr vos verres sur leurs créations qui peuvent être aussi des meubles. Voilà, sans plus tarder, je laisse la parole à Jonathan Boulevin et je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, il me revient le plaisir de vous adresser quelques mots de bienvenue en tant que conseiller économie circulaire de MBuild Wallonie. Alors, c'est peut-être précédemment sous le nom de Confédération de la construction. Voilà. On va s'habituer parce qu'il y a beaucoup de changements de nom dans le secteur ces derniers mois. Ouais, je pense que ça ira. Alors, rassurez-vous, ce ne sera pas trop long parce que j'ai aussi hâte qu'on puisse profiter des exposés de nos orateurs de ce soir. J'ai aussi hâte pour ce qu'il y aura ensuite. Mais brièvement, néanmoins, eh bien, depuis toujours et jusqu'à relativement récemment, le réemploi dans le secteur de la construction a été une norme. Et c'est vraiment nul. La communication, c'est pas clair. Le réemploi, ça se déconnecte tout le temps, c'est vraiment dur. On parlera des stéréotypes après. Alors, je disais, le réemploi a été une norme jusqu'à très récemment. Ça l'est peut-être encore pour certains, mais pour la toute grande majorité des entreprises de construction que nous représentons, puisque je ne l'ai pas précisé, nous représentons, c'est notre mission principale, 5000 entreprises de construction Wallonie. Et pour la grande majorité, hélas, dans le contexte d'aujourd'hui, eh bien, le réemploi s'est totalement marginalisé. Pour différentes raisons et évolutions de la société. Je ne vais pas entrer dans le détail maintenant. Mais par contre, pour nous tous réunis ce soir, il semble assez clair, il nous apparaît même de manière assez évidente que le secteur de la construction s'apprête à renouer avec une pratique de l'emploi à plus grande échelle, en tout cas à plus grande échelle que ce que ça ne peut se faire actuellement. Et pour y arriver, de nombreux défis, bien sûr, puisque le monde de la construction, le monde de manière générale, mais celui de la construction, n'est plus celui d'il y a 60 ou 70 ans. C'est un monde qui est extrêmement contraint, il est normé, réglementé, contrôlé. C'est un monde de responsabilité et aussi de contraintes, bien sûr, techniques et économiques. Donc, pour surmonter ces défis, on va rester positif, hein, je ne vais pas m'étendre sur les défis que, par ailleurs, vous percevez déjà peut-être aussi bien que moi. Mais pour les surmonter, bien sûr, il faudra qu'on passe par une quantité d'expérimentation, d'adaptation et de développement qui se concrétise bien sûr en un lieu, qui est celui du chantier, mais qui implique l'évolution de tout un écosystème, c'est-à-dire que toute personne qui, de près ou de loin, soit à un métier qui touche à la construction, à l'art de bâtir, ou bien à tout simplement le souhait de construire, de rénover, eh bien, il faudra compter des adaptations nécessaires pour tout le monde. Alors, bien sûr, ça requiert un soutien et l'implication et la responsabilisation de tout le monde simultanément. C'est notre rôle en tant que fédération, association du secteur de la construction, c'est notre rôle de veiller à une certaine fluidité dans cette évolution. Une fluidité qui devrait permettre à tout instant une accessibilité technique et financière de ces pratiques. Bien sûr, tenant compte de toutes les contraintes auxquelles fait face le secteur par ailleurs. Dans ce contexte, eh bien, c'est
Évidemment, il faut que je remercie tout le monde qui apporte sa pierre à l'édifice, et en particulier aujourd'hui, c'est la maison du design de Mons que je remercierai pour l'accueil qu'ils nous font, mais aussi Nicolas. J'arrive à la fin de mon discours, mais je m'arrête déjà la transition, j'avais pas envie que ce serait plein. Je remercie déjà Nicolas pour son implication et ses initiatives en ce qui concerne le pas dans le secteur de la construction, initiatives qui sont déjà si nombreuses que je ne peux pas me permettre de les énumérer, et qui a bien sûr par son action rendu possible la rencontre de ce soir. Voilà. Bien sûr, je remercie aussi ses collègues et les autorités académiques et implicitement tout le monde. Merci Jonathan. Bonsoir à tous, merci d'être présents. Je ne vais pas rappeler effectivement ce dont on vient de parler pour le réemploi et les difficultés que ça rencontre et les opportunités que ça peut ouvrir pour le secteur et pour les concepteurs. Donc je vais aussi remercier les co-organisateurs, Jonathan pour Unbuild et Philippe Delcam pour la maison du design. On a pas mal travaillé pour l'organisation ce soir et pour l'expo. Et donc, merci aussi à la présence des autorités académiques, donc Madame la doyenne de la faculté polytechnique. Et donc, je vais essayer de faire court aussi. Donc, on est très heureux au service architecture de la Polytechnique de participer à la diffusion de ce programme, le programme Interreg FCRBE. Donc, vous avez pu voir l'expo mobile donc, qui se déplace un peu à travers toute l'Europe, qui était avant au Luxembourg et qui part après à Irlande, je crois. Et donc, au-delà de juste ce programme, évidemment, l'idée, c'est de promouvoir le réemploi dans son ensemble, ce qui est pour nous très important, puisque c'est aussi une partie de nos recherches, de nos axes dans le service, autour de la matérialité et de l'esthétique écologique liée à la durabilité. Et donc, c'est l'importance du rapport à l'existant, du rapport matériel, les matériaux, et aussi du bâti déjà constitué, qu'on essaye de travailler dans nos recherches et aussi dans nos pratiques pédagogiques. Et donc, on essaye de mettre ça en place dans les ateliers, où cette question commence à être abordée, dans les workshops dans lesquels on s'est rencontrés, notamment avec Jonathan, et également dans les TFE, dans les travaux de fin d'études pour les étudiants et les partenaires. Et donc, ce qui nous m'amène à l'origine de l'événement aujourd'hui. En fait, ça part d'une discussion avec Jonathan sur les projets pilotes du programme FCRBE et d'un partenariat avec l'YTech et la cellule Baumeister à Charleroi, sur lequel on travaillait avec les étudiants à l'époque. Et donc, c'est monté l'idée de participer au programme à travers un TFE, donc de Laurine Vignoble, qui est là normalement ce soir. Voilà. Et donc, à travers ce travail-là, sur le stade de Charleroi, donc vraiment de travailler l'idée comment on réemploie une structure de ce type-là, qui était une grosse question pour la ville, qui est toujours une question, et qui va peut-être mener à la possible intégration de ce travail-là dans la future consultation urbaine, on l'espère. Et donc, c'est son travail. On l'a ajouté à l'exposition, qui est voilà, un très bon travail. Donc, je te remercie encore pour ça. Et donc, voilà le lien qui nous amène ce soir. On a participé à ça et on voulait effectivement recevoir cette exposition et préparer les activités autour pour la diffusion du réemploi. L'activité ce soir, donc avec nos deux conférenciers que je remercie également, que je présenterai par la suite. Et puis, on aura aussi une journée d'études le 16 février. Donc là, ça sera toute la journée avec différents intervenants, dont Bellastock, avec qui aussi, ça sera notre futur pour les travaux d'étudiants, des étudiants qui vont travailler avec des partenaires, donc Bellastock et Roblabor, ce quadrimestre aussi. Et donc, pour la suite, je vais présenter le premier orateur. Donc, on a le plaisir d'accueillir Michael Gott de l'ASBL Rotor, Rotor qui est pionnier du réemploi, de la pratique réemploi en Belgique et en Europe.
Et depuis 2005, donc la création de la SBL, puis en 2016, la création de Rotor DC, c'est la partie déconstruction, donc expérimentation sur la déconstruction. Michael, donc est membre de la SBL Rotor, et il est également docteur en art de bâtir. Et ce soir, donc, il vient nous présenter le programme FCRBE, puisque le Rotor est concepteur de l'exposition et était également mandataire, et toujours d'ailleurs, mandataire du programme FCRBE, puisque le programme se continue dans une deuxième phase. Donc, Michael a piloté et pilote ce programme-là. Merci et on a plaisir de l'accueillir. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation, l'introduction, la présentation. Et effectivement, Nicolas a préparé le terrain pour moi. Je vais ce soir vous parler du projet FCRBE, qui est un nom un petit peu barbare, mais qui cache un acronyme en anglais, Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Elements, faciliter la circulation des éléments de construction de récupération. L'exposé va être divisé en deux parties. Je vais d'abord vous expliquer un petit peu ce qu'est ce projet, qui est en fait le projet dans le cadre duquel on a développé l'exposition que vous pourrez visiter si vous ne l'avez pas déjà fait en arrivant, qui est un des nombreux résultats produits dans le cadre de ce projet partenarial. Et puis dans une deuxième partie, je partagerai avec vous quelques réflexions ouvertes, sous forme de questions plutôt, qui esquissent des réflexions sur l'avenir du développement des pratiques de réemploi, qui sont basées en grande partie sur des retours d'expérience qu'on a pu avoir à travers le projet FCRBE, mais d'autres pratiques également. Peut-être un tout petit mot pour commencer sur la position depuis laquelle je vous parle. Donc moi, je travaille depuis 2008 avec Rotor. Rotor, qui est une entité qui cache en réalité deux structures distinctes. Donc il y a d'un côté Rotor ASBL, une organisation sans but lucratif qui existe depuis 2005, Nicolas l'a dit, qui occupe aujourd'hui, on a un peu plus depuis lors, on a à peu près 14-15 personnes. Et puis en 2016, on a fondé une autre structure, une coopérative qui s'appelle Rotor DC ou Rotor Déconstruction. Alors évidemment, au-delà de l'histoire commune de ces deux structures, il y a un horizon commun, c'est celui de voir se répandre, se développer des pratiques de réemploi pour les matériaux de construction. Mais alors les moyens d'action sont un petit peu différents, puisque du côté de la SBL, on est plutôt sur des missions d'accompagnement, on fait de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, on fait aussi du design, plutôt à l'échelle de l'aménagement d'intérieur. Une des réalisations, c'est par exemple la petite scénographie de l'exposition que vous pourrez voir tout à l'heure. On est aussi actif, je dirais, sur le plan de la sensibilisation, du débat d'idées à travers des expositions, à travers des conférences, des cours dans des écoles. Et puis surtout, on mène des projets de recherche qui visent à développer des outils, a priori des outils publics, pour essayer de faciliter l'adoption de pratiques de réemploi par le plus grand nombre. Et puis de son côté, Rotor DC s'occupe vraiment de la partie très opérationnelle de la question, comment est-ce qu'on démonte des matériaux. Alors la partie la plus visible de Rotor DC, c'est évidemment un magasin de matériaux, mais derrière le magasin se cachent des opérations de démontage, de nettoyage, de conditionnement, de documentation des matériaux, etc. etc. Alors, le projet FCRBE, c'est un projet qui a été développé dans le cadre d'un appel européen, l'appel Interreg NWE, pour North-West Europe, qui est en fait un mécanisme mis en place par l'Union européenne dans le cadre des politiques de cohésion sociale, qui dans ce cas-ci a la caractéristique d'être limité dans une certaine zone de l'Europe. Donc c'est la petite carte que vous voyez. Et puis dans le cadre de cet appel, ils soutiennent des partenariats transrégionaux qui abordent des questions innovantes ou qui ont des projets à développer. Donc nous, on a déposé à l'époque, on a piloté le dépôt d'une candidature tournée autour d'un objectif assez précis, parce que c'est des appels qui vous demandent de formuler des objectifs assez précis. En l'occurrence, ici, on propose d'augmenter de 150% la quantité de matériaux qui sont récupérés en vue d'être réemployés dans la zone européenne d'ici 2032, c'est-à-dire 10 ans après la date de clôture du projet.
c'est un engagement qui va être difficile à mesurer parce qu'en fait, il n'y a pas de baseline. Avant notre projet, personne ne savait exactement combien de matériaux circulaient. Donc, faire fois 150% d'un chiffre qu'on ne connaît pas, ben, ça va être compliqué, mais on va essayer quand même de pouvoir tracer des changements au moins qualitatifs dans ces pratiques-là. Très important, c'est un projet partenarial. Je l'ai dit, il y a 11 organisations qui ont pris part aux différentes phases du projet avec un mix intéressant d'organisations de terrain. Par exemple, Bellastock, qui ont été mentionnés, qui sont des architectes, chercheurs, expérimentateurs parisiens, mais aussi Salvo, qui est une organisation qui fait de la promotion du réemploi au Royaume-Uni depuis au moins 40 ans. On a aussi des fédérations sectorielles, la Confédération Construction, devenue MBuild entre-temps, des centres de recherche, Buildwise, le CSTB, des universités et puis des autorités publiques, Bruxelles Environnement, la ville du Trek. Et voilà, tous ces partenaires travaillent ensemble au développement des différents résultats, je dirais, du projet. Alors, le projet s'attaque en particulier à 3 grands obstacles que nous avions identifiés et qui nous semblaient freiner ou ralentir l'adoption de pratiques de réemploi. Le premier de ces obstacles, c'est qu'on a l'impression que le secteur existant des revendeurs et des spécialistes de la récupération et de la revente de matériaux, en fait, manque un peu de visibilité, sont pas aussi sollicités qu'ils pourraient l'être dans pas mal d'opérations. Le deuxième obstacle qu'on voyait, c'est un constat qu'on fait quotidiennement quand on se balade en ville et qu'on regarde un peu dans les containers devant les chantiers, c'est la quantité de matériaux en parfait état, potentiellement réutilisables, qui finissent mélangés avec des déchets. Et souvent, la raison de cet état de fait, c'est un manque d'anticipation. En fait, on n'a pas pris la peine, avant d'entamer les travaux de démolition, de repérer les matériaux qui se prêtent potentiellement bien à un réemploi futur. Et puis, le troisième obstacle qu'on voyait, c'était la difficulté que peuvent éprouver certains développeurs de projets et puis des concepteurs et puis des prescripteurs à intégrer des logiques de réemploi dans des procédures de passation des marchés, dans des prescriptions techniques. Et on voit que le réemploi vient un petit peu bousculer les habitudes à ce niveau-là. Et donc, il nous semblait important de développer des outils pour essayer de surmonter cet obstacle. Alors, au niveau des résultats produits, en ce qui concerne la visibilisation des activités existantes, on a mené un travail de terrain assez minutieux, un peu un travail de fourmi. On est allé visiter des centaines d'entreprises en Europe qui sont documentées ensuite sur des annuaires en ligne qui permettent de plus facilement trouver des fournisseurs de matériaux ou des entreprises potentiellement intéressées par la récupération de tel et tel lot de matériaux. Pour ce qui concerne l'Europe continentale, ce sera sur opalis.eu que vous verrez les résultats de cette recherche. J'y reviendrai un peu plus loin dans la présentation. Un autre outil qui a été développé par nos partenaires anglo-saxons, c'est le développement du Truly Reclaimed Label, qui est en fait un auto-label plutôt destiné aux revendeurs de matériaux et qui atteste l'origine effectivement récupérée des matériaux par opposition à des matériaux neufs artificiellement vieillis, qui se donnent un look de vieux matériaux, mais qui en fait sont fraîchement sortis d'usine et qui quelque part font une sorte de concurrence un peu déloyale par rapport aux matériaux de réemploi. Alors pour le moment, ce label ne va pas beaucoup plus loin que ce qu'il annonce dans son nom. Il atteste l'origine effectivement récupérée, mais c'est l'intention de Salvo qui a porté ce projet d'aller plus loin et d'intégrer aussi là derrière des questions de traçabilité. Ils ont commencé par exemple à intégrer un petit peu l'histoire du matériau, d'où vient ce matériau, dans quel bâtiment a-t-il été démonté, et puis on peut imaginer que ça puisse aussi suivre tous les maillons de la chaîne, et ils tiennent aussi très très fort à intégrer une question d'évaluation des bénéfices environnementaux, puisqu'évidemment, une des raisons principales pour lesquelles on devrait faire tous ces efforts pour adopter des nouvelles pratiques aptes à réutiliser des matériaux, c'est qu'au fond, c'est des matériaux qui permettent de significativement baisser l'impact environnemental des projets de construction. Alors, par rapport à l'enjeu d'éviter de jeter des matériaux réutilisables un petit peu trop hâtivement, un des livrables qu'on a produit, c'est un guide qui aide à dresser ce qu'on appelle un inventaire réemploi, c'est-à-dire une sorte d'identification lors d'un audit préalable à une démolition. On va s'efforcer d'aller lister tous les matériaux qui présentent un potentiel de réemploi. Et donc la méthode ici, qui est entièrement accessible, open source et tout ce que vous voulez, donne des recommandations sur comment est-ce qu'on reconnaît au fond qu'est-ce qui fait le caractère réutilisable d'un matériau, à quoi est-ce qu'il faut être vigilant, qu'est-ce qui va augmenter ce potentiel, qu'est-ce qui va le diminuer, et puis surtout qu'est-ce qu'on fait de ce listing une fois qu'on l'a dressé, comment est-ce qu'on va traduire ça vers des prescriptions par exemple en matière de démolition, de démontage soigneux dans un marché des travaux. Joint à cette étude, il y avait aussi un rapport sur
la façon dont certains outils digitaux pourraient aider potentiellement à faciliter ce travail d'inventaire. On pense par exemple à des outils de scanning qui permettraient de plus rapidement dénombrer des quantités de matériaux présents dans un bâtiment donné. Et puis, le pendant un petit peu de cette préoccupation sur la logique de récupération, on a développé une série de recommandations en matière de passation des marchés. Comment est-ce que, ça c'est plutôt à destination des autorités, enfin des maîtrises d'ouvrage publics, comment est-ce qu'on intègre dans un marché public des enjeux de réemploi. Et on développe ici dans ce guide d'une centaine de pages une série de pistes possibles, par exemple à travers des critères d'attribution qui valoriseraient des démarches de réemploi. Et puis, une fois qu'on a passé le marché et qu'il s'agit d'aller rédiger les prescriptions techniques, le cahier des charges techniques, on a aussi mené un travail assez conséquent de documentation. On a essayé de rassembler toute l'information qu'on pouvait trouver sur une série de matériaux de réemploi courants, par exemple des briques de réemploi. En Belgique, c'est très fréquent, des pavés, des éléments en pierre, des éléments en bois, des éléments de sanitaire, des éléments d'aménagement d'intérieur. Et on a essayé de rassembler tout ce qu'on savait à propos de ces matériaux. Tout ce qui pouvait aider des prescripteurs à démontrer que le matériau, au fond, répond aux spécificités de l'usage visé, que le matériau possède des performances qui vont répondre aux sollicitations de l'usage visé. Et puis, évidemment, on essaye aussi d'identifier les caractéristiques qu'on ne connaît en général pas. Et alors, on identifie, mais le fait de savoir qu'on ne les connaît pas, c'est déjà une information utile parce que ça va permettre de savoir comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans les cas où on a besoin d'en savoir plus. Et on balise un petit peu des pistes pour voilà, aller déterminer ces caractéristiques le cas échéant. Et puis, toutes ces méthodes, on ne les a pas développées en chambre, on les a mises à l'épreuve à travers une série d'opérations pilotes. Alors, ce que nous avons appelé des opérations pilotes, c'était une pratique qui consistait à venir se greffer sur des projets en cours, projets un petit peu de toute taille, de tout type, public, privé, des grandes opérations, des petites opérations, de la construction neuve, de la démolition, de la rénovation. Et on a essayé chaque fois de venir challenger les développeurs du projet pour intégrer des logiques, alors soit de récupération, soit de réemploi. On a rarement pu faire les deux en raison du timing un petit peu serré du projet. Souvent, les chantiers sont un petit peu plus longs que la durée de notre projet, donc c'était soit la phase plutôt de démolition, où on a essayé de pousser des pratiques de récupération, soit on était déjà dans des phases plus avancées de chantiers de rénovation, de construction, et là on essayait d'intégrer des matériaux de réemploi. Alors, il y avait évidemment un but un petit peu de laboratoire pour nous d'aller tester nos outils. Est-ce qu'ils marchent? Est-ce que Opalis est un annuaire utile pour trouver des repreneurs quand on est devant des lots de carrelage ou de briques, par exemple, sur un chantier? La réponse est oui. Dans beaucoup de cas, c'est très utile. C'était aussi un travail de sensibilisation, d'aller, au fond, convaincre des porteurs de projets, des maîtrises d'ouvrage, des architectes, des entreprises de construction, que dans beaucoup de cas, c'est rentable, c'est possible. Le réemploi n'est pas un gouffre ou un trou noir dans lequel on irait se perdre. Et puis, il y avait aussi des ambitions un peu quantitatives d'essayer d'aller récupérer des matériaux qui autrement finiraient dans les flux de déchets. Alors voilà, il y a aussi eu beaucoup d'autres délivrables, dont la fameuse exposition mobile que vous pourrez voir, mais on a aussi compilé toute une série de recommandations plutôt à l'échelle des décideurs politiques. Comment est-ce qu'on peut, de manière plus systémique, créer un cadre plus accueillant pour les pratiques de réemploi? Il y a une fiscalité probablement à changer, il y a un cadre économique à adapter, il y a certainement des barrières légales qu'il va falloir surmonter. On a aussi fait du travail de vulgarisation. Il y a toute une série de booklets, de petits fascicules qui présentent une sorte d'état de l'art sur des questions un petit peu précises autour du réemploi. Est-ce qu'un élément de réemploi est un déchet ou un matériau? En fait, ça peut avoir une incidence assez grande sur la façon dont on les prend en charge. Et voilà, on travaille autour de ces questions-là. Et puis, énormément de travaux de communication, de sensibilisation. Tout ça, vous pourrez le trouver sur le site du projet ou sur Opalis, dans la partie de documentation du site Opalis. Alors, je voudrais maintenant prendre quelques minutes pour partager avec vous une série de constats, 3 exactement, et qui sont en fait autant de pistes de réflexion basées un petit peu sur ce qu'on a appris, ce qu'on a pu constater dans le cadre du développement de ce projet et puis d'autres projets également. Alors, le premier constat, il a à voir avec une sorte de binôme stock-flux, de logique de stock, de flux. En fait, pour nous, le réemploi a une logique de gestion de flux. On parle de matériaux qui sont mis en branle lors de travaux de démolition et dont on espère qu'on va pouvoir les remettre en œuvre dans un nouveau bâtiment. Donc, c'est des matériaux qui bougent. Mais on se rend bien compte que cette logique-là,
si on se focalise directement là-dessus, sans réfléchir plus globalement à une logique de maintien et de gestion du stock, et par stock, on entend la partie des bâtiments qui en fait est déjà là et ne va pas bouger, va rester en place, qu'on va préserver. Si on ne met pas ces deux pratiques l'une avec l'autre, on ne va pas faire bouger grand chose finalement. Pour vous donner un petit exemple, d'une pratique assez courante à Bruxelles. Ici, c'est un bâtiment devant lequel je passais quotidiennement quand je me rendais à mon travail. Donc, j'ai assisté à ce chantier de démolition. On a un bâtiment d'angle qui a été entièrement démoli pour être entièrement reconstruit. Alors, voilà, je l'ai choisi parce que je passais devant. Il y en a plein d'autres. J'ai rien de personnel contre ce bâtiment. C'est juste un cas d'étude pour essayer d'illustrer un point. Puisque vous vous imaginez bien que la partie de la démolition va générer une quantité assez significative de déchets de démolition. En moyenne, on peut considérer que 1 mètre carré de bâtiment de bureau, ça produit à peu près 1 tonne de déchets de démolition. Donc, si le bâtiment fait 2000 mètres carrés, ben, on a 2000 tonnes de déchets de construction qui sont produits sur une décision de démolir ce bâtiment. Donc, c'est un flux assez conséquent là qui se génère. Et évidemment, son pendant, c'est le flux de matériaux neufs qu'on va devoir produire, qu'on va devoir importer sur le chantier pour reconstruire un bâtiment qui va faire à peu près la même taille, à peu près la même masse que l'original. Ici, j'ai choisi l'exemple pas complètement par hasard. Vous voyez que le gabarit du nouveau bâtiment est finalement très semblable à celui de l'origine. Il y a peut-être un étage qui a été gagné quand même dans l'opération, donc probablement qu'en termes économiques, c'était une opération rentable. En termes environnementaux, évidemment, on peut questionner l'impact de ce type d'approche. Et tout l'intérêt d'une approche, imaginons qu'au lieu de l'avoir entièrement démoli, on en ait conservé ne fût-ce que la structure, qui dans beaucoup de bâtiments peut représenter jusqu'à 80% de la masse du bâtiment. En fait, automatiquement, la quantité de déchets qu'on aurait générée aurait été largement minimisée et évidemment, la quantité de matériaux à remettre en œuvre aurait également été minimisée. Et dans ce type de flux-là, en fait, l'avantage, non seulement c'est qu'ils sont moins conséquents, moins impactants pour l'environnement, mais aussi, il est beaucoup plus facile d'aller organiser des logiques de récupération, par exemple. Si on parle de récupérer 200 tonnes de matériaux, ça devient beaucoup plus facile d'aller faire du tri distinct, de favoriser aussi du recyclage de haute qualité, d'aller récupérer tout ce qui peut l'être, que si on doit gérer dans le même laps de temps 200 000 tonnes de déchets. Et idem pour les matériaux neufs, si on limite les besoins en matériaux neufs, on peut s'approvisionner plus facilement en matériaux biosourcés, en matériaux issus du secteur du réemploi, etc., etc. Donc voilà, peut-être pour résumer ce constat, c'est que le réemploi est avant tout une logique de flux, mais que pour être efficace, cette logique de flux doit aussi se combiner à une gestion intelligente du stock bâti. Et ça ouvre tout un champ de questions que je ne vais pas aborder ce soir, mais qui ont trait au maintien et à la rénovation du stock bâti. Comment faire pour mieux prendre soin du stock existant? Comment faire pour adapter ce stock à nos besoins? Et probablement qu'il y a toute une série de pratiques, notamment programmatiques, qui doivent un petit peu se transformer et adapter plutôt la fonction d'un bâtiment à ce dont il est encore capable, plutôt que d'essayer d'y mettre au chausse-pied une fonction qui en fait est impossible et oblige à démolir intégralement le bâtiment. C'est un exemple parmi d'autres. Alors le deuxième constat que je voudrais mettre sur la table, il a à voir avec des questions d'échelle. Peut-être faire un petit pas de côté pour vous parler de cette citation de Walter Staël en discussion avec Hélène MacArthur. Donc, c'est un petit peu les deux grandes têtes pensantes de la notion d'économie circulaire. Alors, il existe 1001 définitions de la notion d'économie circulaire. Je trouve celle-ci assez intéressante parce qu'elle met l'accent sur des questions de gestion de stock existants, justement, en disant, en fait, l'enjeu de l'économie circulaire, c'est de créer de la prospérité, non plus à travers un modèle de production, consommation mise au rebut, mais à travers un modèle de maintien en circulation de biens qui sont déjà là. C'est une économie de la réparation, c'est une économie de l'entretien, c'est une économie du réemploi. Et on imagine que cette économie-là puisse générer du bien-être, générer de la prospérité, en tout cas dans des contextes où il y a une forme d'abondance, une société d'abondance comme il l'appelle. Et donc la fin de la citation est intéressante. Nous avons tout ce dont nous avons besoin, mais nous devons apprendre à nous en occuper, à en prendre soin. Et en fait, ce type d'entreprise-là, il se fait que, en fait, nous, on les connaît bien. Tous les revendeurs qu'on visite répondent 100% à cette définition-là. Ce sont toutes des entreprises qui créent une forme de prospérité, en tout cas qui parviennent à maintenir en état des activités commerciales et économiques basées sur le maintien en circulation ici de matériaux de construction.
Donc, on en revient à ce travail qu'on a pu documenter sur Opalis, qui est basé sur un travail de terrain. En général, on prend le temps d'aller rencontrer ces entrepreneurs, ces entrepreneuses, de discuter avec eux un petit peu des difficultés, des opportunités, des défis auxquels ils font face, ils ou elles font face. Et puis, on documente tout ça sur le site Opalis, qui est donc avant tout un annuaire d'entreprise. Ce n'est pas une marketplace, on ne peut pas acheter des matériaux sur Opalis, mais on peut trouver des potentiels prestataires pour des opérations de réemploi ou de récupération de matériaux. Vous voyez ici quelques exemples de fiches de vendeurs documentés. Et puis aussi, dans le cadre du projet, on a pu étoffer assez largement Opalis avec la documentation sur les matériaux, avec des projets inspirants, etc. Mais fondamentalement, c'est un répertoire de ces entreprises qui parfois ne s'appellent même pas elles-mêmes circulaires, mais qui en fait font de l'économie circulaire, en tout cas tout à fait en ligne avec la définition canonique qu'en donne Walter Staël. Alors, dans le cadre du projet FCRB, on a aussi pu mener une analyse statistique, disons, de caractérisation socio-économique de ces entreprises. Donc, on a fait des interviews détaillées, on a étudié avec, de plus près aussi des bilans d'entreprises, etc., pour à peu près 300 de ces entreprises qu'on a extrapolées à la quantité totale d'entreprises de la région. Et on a obtenu quelques données intéressantes. Par exemple, le turnover, donc le chiffre d'affaires généré par ces entreprises, c'est à peu près 500 millions d'euros. Pour un volume d'emploi d'à peu près 7000 équivalents temps plein. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir que c'est un chiffre qui est, au niveau du chiffre d'affaires, c'est relativement modeste, mais au niveau du volume d'emploi, c'est vraiment conséquent. Pour vous donner un élément de comparaison, il est estimé qu'en France, les emplois directs liés à l'industrie du béton, c'est moins de 4000 équivalents temps plein. Donc ici, on est sur un territoire qui est un petit peu plus large, mais qui pèse quasiment 2 fois plus lourd en termes de pôle d'emploi. Des emplois qui ont un impact environnemental extrêmement faible. Et puis, il y a aussi, on a essayé, ça c'était un travail très compliqué parce que il faudrait des modèles dynamiques. Nous, on a réussi à faire une espèce de snapshot à un moment T de la quantité de matériaux stockés par ces revendeurs, qui est à peu près 600 000 tonnes de matériaux. Il faudrait corréler ça à des taux de renouvellement du stock. Est-ce que ce stock se remplace 5 fois par an ou au contraire, est-ce qu'il met 5 ans à s'écouler? Ça donne un ordre de grandeur. Par comparaison, il est estimé, les derniers chiffres officiels pour la région de Bruxelles-Capitale, c'est que chaque année, on produit annuellement 600 000 tonnes de déchets. Donc, on voit qu'il y a quand même encore de la marge de progression pour développer ces pratiques de récupération, de réemploi. Un autre constat que je voulais partager avec vous et qui me ramène à cette question de l'échelle, c'est que l'immense majorité, si pas la quasi-totalité de ces entreprises, sont soit des micro-entreprises, soit des petites entreprises, c'est-à-dire souvent des entreprises familiales, 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, rarement plus de 10 employés. Donc, c'est des gens qui travaillent à une échelle quasiment artisanale, même si on voit des pratiques semi-mécanisées, semi-automisées chez certains, mais on est vraiment sur des structures d'entreprise très, très petites, ce qui ne rend pas toujours facile la collaboration directe avec des très gros projets. Donc, ce qu'on voit, c'est que la plupart des clients de ces entreprises sont des gens qui font du domestique, sont des gens qui font des petites opérations architecturales, mais on les rencontre rarement sur des projets de 30 000 m², de 100 000 m² de développement de bâtiments. Et quand ça arrive, souvent, c'est l'histoire du pot de fer et du pot de terre. Juste pour vous donner une idée, un entrepreneur qui travaille sur un projet de disons, 100 000 m² de tours de bureaux en ville, ses conditions d'achat font déjà 70 pages et vous avez besoin d'un service juridique pour étudier chacune de ces clauses avant de pouvoir lui vendre un lot de matériaux. Et donc, dans l'état actuel de la situation, on se rend compte que le secteur du réemploi est peu armé pour travailler avec ce type d'acteurs-là. Alors, ça pose plusieurs questions, ça pose aussi plusieurs perspectives. Est-ce que ça veut dire que le secteur du réemploi doit se professionnaliser, doit développer des entreprises qui intègrent des services juridiques capables de lire ces clauses d'achat et de vente, par exemple? C'est une piste. C'est une piste possible. C'est sans doute demander beaucoup d'efforts à des entreprises qui ont déjà de la peine à maintenir à flot leurs activités. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de faire des gros projets? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'ils peuvent difficilement être circulaires, ou en tout cas au sens du réemploi. Est-ce qu'il faut trouver dans des gros projets des stratégies qui permettent d'aller revenir à des échelles plus modestes? Par exemple, se dire qu'on accepte que les finitions soient différentes à chaque étage, et alors on peut travailler avec plusieurs fournisseurs, par exemple. Ce genre de stratégies-là sont assez prometteuses, mais en tout cas, là, il y a encore un champ de réflexion qui mérite d'être exploré. Donc voilà, en conclusion, on peut dire voilà, le réemploi subsiste aujourd'hui à des échelles qui sont relativement modestes, ça marche plutôt bien. C'est aussi une pratique
qui fonctionne bien, là où il y a de la place pour prendre en compte du spécifique et de l'unique. Dès qu'on s'appuie sur du standardisé, par définition, on a un petit peu du mal à travailler avec le réemploi, parce que même si c'était des produits industriels à la base, du fait de leur usage, du fait du temps qui passe, du fait de leur sollicitation, ils se sont quelque part individués, si je peux prendre cette expression de Gilbert Simondon, du philosophe des techniques Gilbert Simondon, ils sont quelque part devenus uniques, ils sont devenus des espèces de spécimens à part entière, qu'on ne peut plus traiter comme un représentant d'un gigantesque lot supposé standard, supposé homogène. Et donc ça pose la question, comment est-ce qu'on adapte, comment est-ce qu'on adopte le réemploi dans des projets à grande échelle et comment est-ce qu'on adapte les projets à grande échelle pour adopter du réemploi. Et puis aussi, comment est-ce qu'on va penser la généralisation du réemploi? Est-ce que ça va être avec une espèce de récit plutôt industriel où quelques entreprises deviendraient gigantesques, automatiseraient leurs pratiques? Probablement pas. Le réemploi se prête mal à ce type de scale-up. Peut-être que c'est plutôt une logique de prolifération, une sorte de maillage territorial. Et ça aussi, c'est ce que Staël proposait dans ses écrits, de plus petites ou de moyennes entreprises qui prennent en charge des flux spécifiques de matériaux et qui, d'une façon ou d'une autre, créent une sorte d'écosystème capable d'assurer la reprise des matériaux. Alors, troisième et dernier constat que je voulais partager avec vous, c'est la question des savoir-faire. Peut-être un petit peu en tension, en tout cas en dialogue avec l'espèce d'impératif qui se formule de plus en plus souvent d'aller informatiser, d'aller digitaliser les pratiques. En fait, ce qu'on se rend compte quand on regarde un petit peu dans l'histoire, c'est que le réemploi, il a extrêmement bien proliféré dans toutes les époques pré-industrielles. Donc, par exemple, on en trouve des traces dans le digeste de Justinien, donc un empereur romain de la fin de l'Empire, à une époque où on se rendait compte que voilà, l'aura de l'Empire commençait un petit peu à décliner. Et on voit qu'à cette époque, on commence aussi à réguler, à légiférer sur les questions de gestion des ressources, notamment des ressources matérielles. Et on voit que les pratiques de réemploi étaient bien présentes à l'époque. Il y avait toute une économie, il y a des entrepôts et des archéologues qui suivent ça de très très près. Et donc, on peut conclure, ou en tout cas de ce qu'on peut en dire, le réemploi était une pratique tout à fait standard, en tout cas tout à fait répandu chez les Romains, et ça a perduré au fil des âges jusqu'encore au début du XXe siècle. Ici, c'est une petite annonce extrait d'un annuaire d'entreprise de 1901 pour les entreprises de construction parisiennes. Et on voit au chapitre des démolisseurs qu'à peu près tous les démolisseurs sont comme Jules Loubert, à la fois une entreprise générale de démolition, mais aussi des vendeurs de matériaux. Et vous voyez là la liste à gauche, les portes, croisées, persiennes, grilles, balcons, cheminées en marbre, glace, parquet, chêne et sapin, moellons, briques, plâtras, fer, fonte, bois brûlé, etc., avec une belle collection de fontes différentes. Et puis même au début encore des années 20, à Bruxelles, la démolition d'un palais comme celui du palais Granvelle, un bâtiment du 16e qui a été démoli pour la jonction Nord-Midi. En fait, vous voyez le soin qui est apporté aux différents flux de matériaux. Et si vous regardez de près, vous le voyez peut-être pas très bien, mais sur le petit panneau ici, en fait, c'est un panneau d'annonce qui est c'est une petite annonce pour la vente de matériaux de façade. Donc en fait, le chantier de démolition était aussi un magasin de matériaux. Et le démolisseur faisait du profit sur la vente des matériaux et probablement d'autres entreprises, des artisans, peut-être même des particuliers, venaient s'approvisionner sur ces chantiers urbains-là. Et donc, c'est des pratiques qui persistent encore. On est là en 1928, donc il n'y a pas si longtemps. Et puis, on voit évidemment qu'avec les années 30, disons avec le front de modernisation, des phénomènes comme l'apparition des outils mécaniques. Il est clair que l'invention de la dynamite n'a fait aucun bien au secteur de la récupération, mais la boule sur grue à grappin hydraulique, le marteau-piqueur, etc., n'ont pas tellement amélioré la situation. Et puis évidemment aussi les coûts d'augmentation, l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre, peut-être aussi la diversification des matériaux, l'invention de toutes les multitudes de gammes de matériaux au XXe siècle complexifie la question de la récupération. Bref, il y a tout un monde qui change là et qui fait que le réemploi se marginalise assez largement. Or, nous, ce qu'on constate, ce sont des images qui viennent de mes collègues de chez Rotor des Constructions, c'est qu'au fond, le réemploi, c'est essentiellement de la main-d'œuvre. En fait, tout l'enjeu est de transformer un matériau brut de démontage en un matériau prêt à être réemployé. Et pour ça, c'est beaucoup de travail. C'est du travail qui peut être semi-mécanisé. On peut imaginer des petites chaînes de nettoyage pour le carrelage, mais c'est essentiellement du travail manuel. C'est souvent du travail aussi assez qualifié. Il faut des savoir-faire pour le faire proprement. Et c'est vrai aussi pour le démontage soigneux des matériaux. On ne démonte pas un matériau de la même manière qu'on le démolit pour le jeter. Il y a évidemment plus de délicatesse qui est requise à ce niveau-là.
Et ça pose des questions peut-être aussi plus larges, et je finirai avec celle-ci. Au fond, quelle place on donne aujourd'hui dans nos sociétés à ce type d'activité manuelle, en termes de reconnaissance, en termes de formation, en termes de valorisation, même au niveau salarial. Ce sont souvent des métiers qui sont moins payés que d'autres formes d'expertise, alors que si on veut voir se généraliser ces pratiques de réemploi, il va falloir sérieusement renouer avec ces aspects-là et réfléchir à tout ça. Voilà, je voulais partager avec vous quelques-unes des réflexions un peu plus globales qui encadrent voilà, le projet dans lequel on a été impliqué ces dernières années et dont vous verrez des traces ou des échos, des réminiscences dans la petite exposition que vous pourrez visiter tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Michael. On va peut-être juste prendre un tout petit temps de questions, si jamais des questions parmi vous. Personne. Bonsoir pour cette présentation. Alors, moi, j'ai utilisé votre méthodologie FQSONG. Donc, on a travaillé sur, et on continue à travailler sur à peu près 800 documents ici dans la région montoise pour la déconstruction, et donc y compris la rénovation. C'était demandé dans le cahier de charge de maître d'ouvrage. Néanmoins, on a été confronté à quelques problèmes, on continue à être confronté à certains problèmes, donc quelque part, c'est l'application sur le concret. Et j'aimerais avoir votre avis par rapport à l'expérience que vous avez avec les autres opérateurs, si vous avez été confronté avec ça. Donc, on a fait l'audit, on a fait l'analyse de recyclage. Elle était très valorisante parce que les bâtiments, en fait, étaient rénovés il y a à peine 6 ans, mais ils étaient plus conformes par rapport aux normes actuelles. Donc, en gros, on pouvait vraiment récupérer pas mal de choses, passant les éclairages, porte-feu, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, après cet audit, on l'a présenté au maître d'ouvrage, qui était emballé, et on a été confronté à une situation très particulière, parce qu'on a même proposé une recyclerie, vu les quantités de matériaux, parce que c'est assez complexe par rapport au marché d'amener une quantité de matériaux gigantesque qui peut perturber en fin de compte le marché du recyclage et qui amène autour du projet une difficulté énorme de donner les prix de recyclage et de valorisation, même si ça commence à être un peu plus clair. Et on a été confronté en fait, à des logiques financières, c'est-à-dire que la ligne comptable de vente des produits pour la société n'était pas la même que la ligne pour construire en fin de compte la recyclerie. Et on nous a dit que ça ne marche pas parce qu'on ne sait pas faire une balance entre tel budget et tel budget pour avoir un prix, je dirais, compétitif par rapport à une reconstruction. Donc ça pose question. Je ne sais pas si vous avez été confronté à ça avec des pouvoirs physiques dans d'autres parties, mais la question financière, en fin de compte, est non négligeable. Ensuite, vous avez parlé justement sur la question des critères de sélection au niveau des entreprises, et pour le coup, là, on a vraiment fait un travail de fond pour voir comment, avec les démolisseurs, qui ne sont pas très nombreux dans la région, je pense que tout le monde les connaît, ceux qui sont dans la construction, sachant qu'on est dans des budgets qui dépassent 10 millions, donc inévitablement, on est avec des gros, hein. Et tout un travail a été fait pour essayer de mieux cibler au maximum, sauf qu'on est confronté en fait à la question du temps. C'est-à-dire que ça se négocie avec les conseils d'administration, ça se négocie avec les services techniques et autres, et on est confronté à il faut ça pour demain. Et donc, par rapport à ça, comment vous réagissez, que ce soit Rotor d'ici ou simplement Rotor au niveau du travail de recherche, c'est comment gérer en fait le temps du projet par rapport à la question du recyclage qui nécessite un peu, comme dans d'autres cas le BIM ou d'autres méthodes, de faire en sorte qu'on a besoin de temps en tant qu'auteur de projet. Et alors juste une petite remarque par rapport au bilan du bâtiment que vous avez montré, on a vu assez justement dans la région bruxelloise qui a complètement été démolie et reconstruit. Notre expérience amène aussi à se dire qu'on doit faire attention à ces problématiques-là, parce qu'on constate qu'en fin de compte, on a parfois des bâtiments, quand on sait que le bilan carbone d'un bâtiment sur 60 ans, c'est 50%, c'est sa construction, et ces 50% son usage. Et dans les 50% d'usage, en fonction de la qualité du bâtiment initial, on peut parfois avoir très difficile à améliorer en fin de compte les 50% restants. Et on est confronté assez régulièrement, presque 50-50, avec des bâtiments
à démolir peuvent poser problème, parce qu'en fin de compte, on n'atteindra jamais un objectif environnemental de consommation d'énergie. S'il est rénové, il ne sera pas nécessairement passif, hein, ça dépend des bâtiments, on le sait, qui pose question. Et est-ce que vous êtes confronté à ce genre de problématique et comment en fait on règle ce genre de questions, si vous avez la réponse? Merci. Plusieurs questions, mais peut-être pas Chanel, je ne sais pas si tu vas s'en sortir. Non, mais c'est précieux. Merci pour le retour de terrain. Effectivement, c'est les trois critères, enfin les trois facteurs que vous venez de citer, qui sont un peu les obstacles récurrents, quoi. La question financière, la question du temps, et puis la question d'une espèce je dirais, de cadre normatif qui contraint les pratiques. C'est des obstacles qu'on rencontre à peu près tout le temps. On n'a pas encore trouvé de solution miracle. Je ne pense pas qu'il y ait une solution one size fits all qui va permettre de régler ça une fois pour toutes. Je pense que jusqu'à un certain point, c'est toutes des questions qui peuvent être travaillées. Par exemple, la question financière, ça dépend énormément de ce qu'on compare. C'est clair que si le benchmark, il est voilà, le coût d'une démolition expéditive et on ne prend pas en compte les externalités de gestion des déchets en aval, on ne va jamais être concurrentiel. Ça, c'est évident. De la même manière que si on compare un matériau récupéré, acheté chez un revendeur qui a dû payer de la main-d'œuvre, qui a dû payer du travail, avec un matériau un peu cheap importé de Chine, aujourd'hui, dans le cadre économique actuel, pour plein de matériaux, on ne va jamais être concurrentiel non plus. Donc, il est clair qu'il y a des espèces de plafonds de verre économiques. Et je pense que c'est important de se dire qu'ils ne sont pas immuables. Alors, c'est probablement pas à un auteur de projet, à son échelle de projet, de transformer ces cadres-là. Ça demande surtout une réflexion plus globale, l'implication du politique à des niveaux qui probablement devraient être le plus haut possible pour avoir de l'effet. Donc, ça pose plein d'autres questions. Mais je pense que c'est quand même important de se dire que c'est malléable. Ce n'est pas des choses qui sont figées dans le marbre pour l'éternité. Peut-être sur la question de l'impact, votre dernière question, troisième et dernière question, de cette espèce de dilemme, cette espèce de quasi-choix un peu infernal entre est-ce qu'il vaut mieux démolir un bâtiment pour le reconstruire par un nouveau qui va être beaucoup moins consommateur d'énergie ou accepter d'avoir un bâtiment qui est un petit peu plus faible au niveau de la performance énergétique, mais dont on va préserver l'énergie grise embarquée et pour lequel on va minimiser aussi l'impact de la rénovation. Je pense qu'il y a des outils qui se développent autour de ça, qui valent ce qu'ils valent, à travers des analyses de cycle de vie, à travers des comparaisons d'impact. Souvent, quand même, j'ai l'impression que la tendance qui ressort est que la rénovation reste plus intéressante que la tabula rasa, en tout cas du point de vue des impacts environnementaux. De nouveau, je ne dis pas au niveau timing, au niveau financier, il n'y a pas photo, hein, ça va plus vite de tout raser et de reconstruire efficacement et rapidement quelque chose de neuf. Mais donc voilà, c'est des outils qui peuvent aider à objectiver peut-être ce type de décision et à orienter des décisions, sachant que les modèles, comme tous les modèles, ont leurs propres limites et reposent sur des hypothèses qui à un moment donné étaient fixées. Par exemple, le 21 degrés partout, tout le temps, qui est inhérent à la PEB, on peut le questionner. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on doit utiliser comme critère de base? Ah oui, des questions très judicieuses. Désolé de ne pas avoir de réponse plus pratique à vous offrir ce soir. Une autre... Oui. Rapide. Pour le coup, c'est juste une question, c'est qu'il faut un changement de modèle politique, finalement. Est-ce que c'est une question? Parce que la réponse n'est pas économique. Ce que moi je vois en tout cas dans les projets, c'est que dans tous les projets, il y a des obstacles. Ce qui est intéressant, c'est que ces obstacles sont de nature parfois différente. Dans certains cas, ça va être une préoccupation technique. Les gens vont s'inquiéter, est-ce que ces matériaux vont répondre aux contraintes du nouvel usage? Dans d'autres cas, la préoccupation va être psychologique, du genre ce matériau de seconde main, un matériau de second choix, où est-ce qu'on va être associé? Dans d'autres cas, la question va être économique. Dans d'autres cas, la question va être... Et donc, je pense que oui, d'une certaine façon, il faut un changement de cadre politique, mais je pense qu'il faut un changement un petit peu à toutes les facettes. C'est un problème multifactoriel et il faut les aborder tous ensemble, sinon on risque d'avancer sur un pas, mais pas sur les autres. C'est une opinion qui n'engage que moi, évidemment. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir à nouveau. Je vais avoir le plaisir de vous introduire à la deuxième partie des conférences. Donc, on a le plaisir d'accueillir M. Philippe Samin. Donc, un petit récapitulatif, je vais essayer
ne pas être exhaustif parce que sinon la liste des titres est longue. Donc Philippe Samin a fondé en 1980 le bureau Samin Partners, architecte et ingénieur. Depuis, ces projets sont régulièrement publiés dans la presse internationale et nationale. Donc, il est architecte, ingénieur et urbaniste. Et à ce jour, si je ne me trompe pas trop, je crois que le bureau est rendu à peu près 250 projets construits, dont, pour en citer quelques-uns rapidement, la station belge en Antarctique, la caserne des pompiers de Charleroi, et en 2008, il reçoit pour son travail aussi de recherche sur la durabilité le Global Award for Sustainable Architecture. Et pour revenir sur les titres officiels, je vais reprendre la liste. Donc, Monsieur Philippe Samin est commandeur de l'ordre de Léopold, grand officier de l'ordre de la Couronne et également nommé chevalier par le roi Philippe en 2014. Et il est membre correspondant à l'Académie royale des sciences, des arts, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Pardon. Pour revenir sur un point du parcours en particulier, pour faire le lien aussi avec ce soir, en 2005, donc il y a un tournant un peu dans la notoriété aussi de l'agence, puisque l'agence est choisie pour réaliser le siège du Conseil européen et du Conseil de l'Union européenne à Bruxelles, baptisé Europa, et donc qui est réalisé, vous l'avez sûrement tous vu, avec une façade en réemploi de menuiserie, donc assez exceptionnel, et pour l'époque, vraiment, ça a quand même rendu visible le réemploi des matériaux. Voilà, et sinon, il enseignait à la Cambre et également ici, à Mons. Donc, on a le plaisir de le retrouver à Mons et je vais tout de suite lui céder la parole. Madame la doyenne, chers confrères, salut. C'est évidemment avec grande émotion et plaisir que je vous retrouve à Mons, où j'ai eu le plaisir d'enseigner à la faculté polytechnique pendant quelques temps, et j'ai dû, pour ne pas faire de jaloux, démissionner tant à la VUB, bon flamand que je suis, et à Mons, le jour où j'ai dû m'occuper du bâtiment Europa. Alors, on va devoir discuter ensemble. On ne communique pas assez. Et j'ai une foule de réponses. Si vous n'avez pas ça de couchage, je vais devoir être court. Vous me donnez combien de... Malheureusement, oui. Combien de 40 minutes, 30 Ok, je vais essayer d'être court. William Guérard et sa jeune doctorante de compagne est là. William est la nouvelle génération au bureau, est très partie prenante de tout ça. Et il est à votre disposition. Alors, nous manquons, pour commencer, on a des projets, je veux dire, malheureusement, de temps en temps dormis. On a des projets aux quatre coins de la planète. À cause de ces questions et de notre position très tranchée depuis des décennies en matière de, excusez-moi le mot est devenu quasiment vulgaire, de développement durable, mais c'est une évidence. Et c'est très peu visible dans les pays à haut indice de développement humain, sans parler des iniquités. Le recyclage, le réemploi, c'est ce qui se passe sur le gros de la planète, que ce soit en Chine, au Chili, dans tous les pays pauvres. Le réemploi fait partie de la culture et à bon escient, et on trouve des intelligents absolument extraordinaires. Donc c'est une vision très biaisée de la planète. Sur les 8 milliards d'habitants, il n'y a pas assez de 700 millions d'habitants qui gâchent tout, qui cassent tout. Mais le reste, ils n'ont pas assez de sous et sont beaucoup plus aspirés. Donc c'est un problème très eurocentrique, très riche-centrique. Les pauvres ne se posent pas la question, où ils sont bien plus malins que nous et font ça depuis bien longtemps. Et donc, avant tout, on
collaborateurs inspirés. Il y a la gentillesse de venir avec sa jeune compagne doctorante pour être à votre disposition pour en parler. Il y a un examen d'entrée, parce qu'il faut être Revit Outstanding, parce que technicien que je suis, je crois, une croyance, que la science et la technologie est alliée à l'humanisme. Mais je crois que pas mal d'artistes et de créateurs me l'ont dit. Michel-Ange, on était convaincus, sans parler de Vitruve, pour revenir au passé. Donc, on a des projets aux 4 coins de la planète, que ce soit un campus scientifique à Tsushuo en Chine, une ville nouvelle dans le désert de Takama au Chili, un théâtre au Cercle polaire au Ravaniemi en Finlande, un hôtel écolo à Zakynthos en Grèce, la gare de TGV au Vesuvio Est près de Naples, pour en citer quelques-uns. Donc, on s'amuse vraiment beaucoup et on manque de jeunes qui ont envie de prendre partie à ça. Donc, appel à candidat, on paye bien en plus. Hein, non, disons, le problème, c'est qu'on n'est pas à Mons. Maintenant, ce qui est aussi extraordinaire, c'est pour ça que j'ai répondu avec enthousiasme à la demande de Nicolas, les Montois sont une sacrée bande de bureaux. Hein, parce que dans votre faculté, chez madame, y compris chez les architectes, on forme les gens correctement. Donc, on a acheté le complément d'enseigne. Donc, appel du pied très clair. Alors, pour répondre, le sujet est gigantesque. Je vous prie de m'excuser, mais comme j'étais justement sur un projet captivant où ces questions de réemploi sont essentielles, j'en parlerai un petit peu, j'ai demandé à ma cellule communication, entre deux portes, vous allez mettre des dias sur ceci, ça et ça. Et puis, je me suis mal exprimé. La première étape que je voulais vous montrer, c'est pas les armoiries, hein, qui est un point d'interrogation déterminé, comme vous le voyez, entre la nuit et le jour. C'est ce qui m'amuse. Hein. Mais je voulais mettre ça parce que c'est aussi la page de couverture d'un ouvrage que j'écris depuis 5 ans, qui s'appelle Kukokoma. Alors, William aura la gentillesse de mettre ça à bout de papier. Si vous allez sur notre site, vous tapez référence, publication, vous allez à la publication 1419, ça ne me rajeunit pas, et vous avez là, en open source, téléchargeable, la version numéro 13 de Kukokoma, qui veut dire quoi, comment construire maintenant. Et comme j'écoutais Nicolas, on est vraiment, il y a un club qui s'installe intellectuel, je dirais une école philosophique qui s'installe, enfin, dans les pays riches, pour s'occuper de choses évidentes. Et cet ouvrage, qui est un espèce de cadet de curiosité, donc imprimez-le. Il y a 1 200 000 caractères pour le moment, il y a 280 figures, ça fait 500 pages de papier A4. Hein. Quelle horreur, rien de tel que d'un papier pour griffonner dessus. Et c'est très transversal. La peur du nucléaire, hein, les radiations en millisieverts, quand vous pensez qu'au Kerala, au nord de l'Inde, il y a 50 millisieverts naturellement, et que pour le moment à Fukushima, c'est 150, et quand en 1970, je me baladais à Hiroshima, 25 ans après la bombe, il n'y avait plus que 35 millisieverts dans l'atmosphère. Et le nombre de morts que l'énergie nucléaire a provoqué par rapport aux accidents de la route, par rapport aux catastrophes naturelles, par rapport au sida, des hommes de lachen, comme on dit en bon français. Hein. Donc, il y a des espèces de distorsions, et c'est pour ça que j'écris Kukokoma, qui est bourré de chiffres. Les maths, c'est du niveau Athénée. Hein. Mais c'est bourré de chiffres et de petites équations, parce qu'on ne sait pas parler de développement durable sans chiffrer les choses. J'ai été ravi, chez Nicolas, de voir que toi aussi, tu sais bien mettre des chiffres, donc on va parler de ça, parce que je crois que je vais pouvoir t'alimenter. Par exemple, tu auras beaucoup de chiffres, ils vont porter de l'eau à ton moulin. Alors, le sujet est gigantesque. Il est évident que la première chose à faire, c'est respecter ce qu'on a. Hein. Ne pas démolir des bâtiments, c'est extraordinaire. Je vois de quel bâtiment tu parles. Il faut être complètement givré comme industriel, comme investisseur pour faire cette connerie, quoi. On n'a pas idée de casser un truc pour faire la même chose. Hein. Et en plus, avec des hauteurs sous plafond moindres, donc avec un confort moindre qu'avant.
Hein, il y avait moins de lumière naturelle. Enfin, c'est un lose de chez lose, quoi. Hein. Mais ces 3 dernières années, je crois qu'on a perdu tous les concours d'architecture qu'on a fait en Belgique. Parce que ça passe pas. Et donc, on en parle autour de la Guyane. Qu'est-ce qu'on ne raconte pas convenablement pour que l'évidence apparaisse aux yeux? Par contre, les design build, où notre commanditaire est un entrepreneur de construction avec des artisans, et il y a des entrepreneurs de construction respectueux des artisans, c'est avec cela qu'on travaille. Et puis on a notre club d'artisans fidèles, et la fidélité réciproque avec laquelle on travaille, peu importe leur coût, de gagner leur vie comme tout le monde. Hein, c'est avec ça qu'on fait des beaux bâtiments. Et généralement, en design build, ça marche plutôt bien. Mais ça dérive de nouveau pour le même sujet. Et il y a une réponse qui m'est apparue très récemment et qui répond à l'aspect financier. Design, build, maintain, finance. Et le plus extraordinaire, c'est que quand vous mettez le coût de maintenance, le réemploi s'impose magistralement. Et donc, en design build, vous n'allez jamais être capable d'être compétitif. Mais si vous êtes chargé, si vous offrez un produit qui inclut le financement et la maintenance, hein, vous êtes gagnant à tous les coups. Je peux vous parler d'exemple, mais je me suis occupé pendant 15 jours. C'est une construction neuve, c'est le même principe. On vit à cause de quoi? À cause du soleil. Hein, et puis de cette couche d'atmosphère qui nous protège. L'eau est le fruit du soleil. On a besoin d'énergie et d'eau, mais l'eau est un sous-produit solaire. Hein, je peux vous dire, bon, avec une nouvelle dans le désert de Takama, j'ai aucun problème à avoir de l'eau parce que j'ai du soleil. Hein. Quelque part, sur mon île en Finlande, j'ai beaucoup plus de difficultés d'avoir de l'eau, même si je suis en pleine nature. Oui. Et donc, c'est cette question d'énergie grise qui est au cœur du sujet et fait couler beaucoup d'encre. En gros, l'énergie grise, l'énergie nécessaire à produire 1 mètre cube ou une tonne ou 1 kilogramme de matière, départ usine, je prends un profilé métallique ou une tôle qui sort d'une usine sidérurgique, là, il n'y a aucun problème, on peut au kilowatt près calculer l'énergie grise qui est dedans. Mais il faut savoir à quel endroit on l'a mesuré dans l'usine. Parce que si la tôle a fait encore 10 mètres, l'énergie grise a évidemment augmenté du transport. Et si vous regardez cette même tonne d'acier placée dans un bâtiment, ben évidemment, il aura fallu compter l'énergie grise de la tartine du chauffeur du camion, l'énergie grise du compte architecte qui a décédé le bâtiment, hein, tout ça intègre. En conclusion, le critère, il m'a fallu du temps comme technocrate à l'accepter, parce que comme architecte et ingénieur, on a toujours vis-à-vis de l'argent une position un peu, je ne vais pas dire méfiante, mais hein, c'est pas notre truc, quoi. Hein. Je recule, excusez-moi à nouveau. Hein, mais en fait, l'argent est une expression temporaire de l'énergie. Hein. Quelque part, l'indice des prix détaillés à la consommation, il y a évidemment l'énergie qui joue dedans, mais le prix de tous les autres composants de l'indice des prix à la consommation dans notre royaume de Belgique sont proportionnels à cette énergie. Donc, on pourrait faire, et c'est amusant, je me suis amusé avec l'exercice, l'évolution, l'indice des prix détaillés à la consommation, bah, c'est de l'énergie, quoi. Et donc, parler de kilowatts, enfin, de kilowattheure, pardon, ou de joules, c'est la même chose que de parler d'euros. Sauf que, cela, il n'y a pas d'inflation. Si vous voulez, cette énergie, elle est atemporelle, elle ne dépend pas d'une guerre en Ukraine, elle ne dépend pas de décision d'un choix politique ou confessionnel ou quelconque, c'est une valeur intrinsèque. Hein. Et mes amis économistes sont d'accord avec moi, et je vous conseille la lecture
d'un Tchèque, je crois, prof maintenant à Manitoba et à MIT, il s'appelle Václav Smil, Energy and Civilization, qui a établi, après des décades de rassemblement d'informations vérifiées, revérifiées, parce que, attention aux chiffres, quand on envoie des chiffres, il faut être sûr que ces chiffres sont crédibles, fiables et ont une certaine durée de vie. Mais il a fait un graphique extraordinaire où en ordonnée, vous avez l'indice de développement humain, pas adapté aux inégalités, l'IDH pur et dur des Nations Unies, et en abscisse, le nombre de kilowattheures par personne et par an. Et une corrélation directe. Hein, et donc, pour vous, là, ça monte comme ça. En plus, l'indice de développement humain, chez nous, c'est grosso modo 0,9, hein, selon les calculs des Nations Unies. Hein, et ça monte linéairement. Hein, vous avez l'Éthiopie dans le bas, là, hein, indice de développement humain 0,15, l'énergie, je connais par cœur. Et puis, ça monte linéairement. Et puis, chez nous, les riches, là, hein, ça va comme ça. C'est un outrage. C'est crapuleux, c'est scandaleux. Hein, vous n'étonnez pas qu'il y ait des gens qui ont envie de prendre leur part du gâteau, quoi. Hein, il est impensable. Hein, nous ne sommes pas très brillants comme Belges. Les Italiens en Europe sont les plus vertueux là-dedans. Hein. Puis vous avez les Américains, ça c'est surréaliste. Et les Chinois, qui ont un indice de développement humain maintenant actuel, étonnez-vous, vous avez compris que j'étais souvent en Chine et que j'ai un regard un peu différent de ce que vous voyez à la télé sur le sujet. Hein. Ils sont pour le moment à 0,75, hein, et ils sont en train de redresser à une vitesse vertigineuse, hein, leur consommation par individu. Ils sont en train de réduire ça. La conscience environnementale en Chine, hein, parce qu'on parle toujours des produits chinois, eh bien, je souhaiterais qu'elle soit aussi vraie en Belgique, quoi. Mais donc, dès lors, le truc qui est amusant, je cherchais, donc j'essaye dans un projet maintenant, non pas dire le coût, hein, mais combien de mégas, gigas, mind you, hein, kilowattheures par objet et par année. Parler d'un coût sans atemporel, c'est un non-sens. Hein. Si vous voulez, l'effort d'énergie investi dans la construction doit être amorti sur 50 ans. Et plus long, c'est un péché d'orgueil. Et donc, vous divisez le coût que je vois l'exemple, un bâtiment. Oui, alors, dans QCOBA, vous verrez, et j'explique pourquoi, je me base sur 10 kWh par euro. Ce qui est stable, c'est le kilowatt, l'euro ne l'est pas. Actuellement, suivant le pays européen, on est entre 5 et 10 kWh. Pour ce projet à toute chose, faisant ces comparatifs, cherchant sur Internet, sur des banques de données, banques mondiales et autres, j'arrive à la conclusion qu'en Chine, on a encore 2,32 kWh par yuan. Discutant avec mon commanditaire à 3 h du matin, j'étais à l'autre bout de la planète et lui à 3 h de l'après-midi, la semaine passée, il dit, mais non, l'État chinois a le monopole de l'énergie et il me vend le kilowatt très cher. Pour la partie bureau, je n'ai que 1,1 yuan, 1,1 kWh par yuan, et pour l'usine, je n'ai que 1,25 kWh par yuan, c'est-à-dire l'équivalent de 8 pour la partie bureau, de 8 kWh par yuan. Donc, à propos de la Chine, hein, rendez-vous compte, ils payent l'énergie plus cher que certains pays européens. Pour parler de la relativité de la monnaie. Et donc, ce qu'on fait maintenant, dans tous les projets, on transforme les coûts en énergie. Alors là, pour le coup, toujours, comme j'ai le prix réel, ce qui paye pour ce projet spécifique, j'emploie le coût que l'industrie utilise, et pour le reste, j'emploie 10 euros. Parce que, vous avez bien vu ça, dès que le prix de l'énergie augmente, le prix de tout augmente. Hein, c'est depuis un an, tout le monde le sait, quoi. Et que donc, les proportionnalités, la stratégie conceptuelle, la stratégie d'opération de maintenance d'un bâtiment, en travaillant des kilowatts, est indépendante de la valeur de la monnaie, de l'humeur de la monnaie à un instant donné. Et donc, je donne un exemple très simple. Dans ce projet,
de campus, on doit prévoir 2000 nouvelles places de parking. Mais il veut être environnementalement exemplaire, c'est pour ça qu'il m'a appelé du fin fond de sa Chine. C'était pour dire, fais pas de conneries environnementales, tu te dois. Mon commanditaire, c'est Positech, c'est un des leaders mondiaux, c'est une espèce de Steve Jobs chinois, un des leaders mondiaux dans tout ce qui est robotisé et maniaque sur l'énergie grise, ces robots, la recyclabilité et autres. Donc il veut que son nouveau campus, il va engager, c'est chinois, 5000 nouveaux ingénieurs qui veulent loger à partir et autres. Et jeunes ingénieurs, quand on leur dit de se balader en vélo comme chez nous, ils pensent à Mao Tse-tung. Moi, je me rappelle la première fois que je suis arrivé en Chine, c'était des autoroutes avec 50 rangées de vélos les uns à côté des autres. Pensez quand on parlait à un Chinois de vélo, il devient blême, quoi. Et donc, la discussion, je prévois 1000 places de vélo, j'éclate toutes de rire. Écoute, fais-nous 2000 places de voiture. Le jour où la mode du vélo, comme chez vous, chez nous, bon, on aura assez de place pour parquer les vélos, évidemment. Et puis, dans la discussion, parce que c'est un pôle de recyclage, donc un parking de 2000 places. Il n'y a rien de plus. Dans les programmes architecturaux, ça, j'ai des chiffres qui peuvent t'intéresser. Où y a-t-il du recyclage, où y a-t-il pas de recyclage? Dans le logement en Belgique, je dis, on rénove, quoi. Et heureusement pour les jeunes d'archi, et c'est captivant à faire. Donc, le gros du patrimoine immobilier, ce n'est pas la folie des bureaux de promotion à Bruxelles qui font la différence. Le gros du patrimoine est dans la mouvance de la circularité, simplement par goût, par plaisir. Et donc, pour faire gros, calculant, donc, je propose un parking automatique en acier, à l'air libre, pour empiler les voitures sur 35 étages et avec une allée d'arbres pour aller parquer sa voiture. Tout Don Gao qu'il est, il a été interloqué, il dit, mais why is it more sustainable than my underground parking? Et j'ai failli rire, heureusement je n'ai pas ri, parce que ça m'a pris 15 jours de calcul vraiment sérieux, mais je suis arrivé au bout. Et en gros, le parking souterrain va bouffer 11 mégawatts par place de parking et par an, et le parking métallique, 3 mégawatts par emplacement de parking et par an. Alors, ce qui fait la différence, ce n'est pas le fait que l'un coûte plus cher que l'autre, ou consomme plus d'énergie, c'est l'émergence de la voiture électrique. Et tout ça est intimement lié à l'une autre chose. Pour le moment, c'est la mode des voitures électriques et tout le monde a une prise et se brancher. C'est comme si vous aviez, en utilisant votre téléphone, besoin d'une prise de 120 volts pour brancher votre téléphone. Ça existait, mais il faut bien imaginer que l'épisode de la voiture qu'il faut brancher, c'est une anecdote. Ça va peut-être vivre 10 ou 15 ou 20 ans. Vous savez que tous les constructeurs automobiles planchent sur le chargement par réduction, que Vinci a déjà fait des autoroutes dédicacées pour des bus. Il y a déjà, je ne sais plus dans quel pays, 50 km de route à réduction où tous les bus sont chargés par réduction. La logique veut que dans un parking, où on laisse sa voiture pendant X heures, sa voiture se charge par réduction. Donc, c'est plutôt positif. Qu'en va-t-on faire de station à essence? Le recyclage, tu vois, préparatoire, se voir de station à essence, dans ton stock. Oui, et c'est excessivement transversal. Vient s'ajouter à ça un nouveau danger dont les gens ne s'en rendent pas compte. Il faudra une catastrophe humaine comme l'incendie d'innovation pour que les gens comprennent. Notre problème, et William pourra vous en parler, c'est qu'on nous prend pour des fous. Une voiture électrique, c'est le cauchemar pour un pompier. Parce que quand une batterie prend feu, elle produit de l'oxygène. Et vous ne savez pas l'éteindre, si ce n'est de mettre la bagnole dans un bac d'eau. Et donc, quand une voiture électrique prend feu dans un parking, la seule chose qu'un pompier peut faire, c'est mettre une cuve turinifuge de 8 mètres sur je ne sais plus combien, l'attirer avec un crochet et trouver un conteneur d'eau pour la mettre dedans et la laisser dedans pendant 24 à 48 heures. Donc, rien que ça, je reviens à mon parking automatique convainc mon client chinois, je dis, ben, écoute, notre tour, la 35 bagnoles, je vais la mettre sur un étang avec des nénuphars et des poissons rouges. Et la plaque qui lève la voiture pour la mettre en place, ce jour, il y en a une qui va se mettre en feu, il ne faut même pas d'énergie, puisque par gravité, elle descend dans le plan d'eau.
Et il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de machin. Hein. Imaginez un peu. Et j'ai proposé ça pour un hôpital à Bruxelles il y a quelques années. Ils m'ont traité de fou. Entre-temps, à Tsocho, à l'habitation de Wangshu, on a fait un café culturel sur l'île de Zhoushan des jours ici. Et Wangshu avait oublié les bagnoles, curieusement. J'écoute, il faut quand même quelques voitures, ne fût-ce que pour les VIP. Quoi, hein. Et donc, on a fait une tour de parking de 48 places, de 24 étages. Et moi, sur notre site, et c'est devenu le campanile de Zhoushan, qui est le plus grand port de pêche chinois. L'entrée du port, vous avez notre petite tour que Georges Meurant m'a délicieusement aménagée. Au Japon, pour le moment, vous ne savez pas acheter une voiture si vous n'avez pas acheté une place de parking. Et au Japon, actuellement, une place sur 3 est robotisée. En Belgique, je ne sais pas combien de places sont robotisées, quoi. Et quand vous osez proposer l'urbanisme, hein, imaginez un peu de mettre un immeuble en plein air, ventilé naturellement. Hein, oui, vous avez Smart qui fait ses petites tours pour vendre ses bagnoles, mais c'est une évidence. Et quand vous voyez l'énergie grise contenue, et c'est un exemple quand on fait ce calcul d'énergie grise. Alors, c'est même, si vous voulez, oui, c'est design build maintain finance. Hein, c'est-à-dire que rien que le coût de construction de mètre carré par an fait la différence. Mais si vous ajoutez les coûts de maintenance et de fonctionnement, l'écart grandit encore. Et donc, pour le moment, on est en plein. La moitié. On a à moitié. Allez voir sur notre site web pour le fait d'inclure qu'une administration publique achète un bâtiment, paye un loyer pendant 30 ans pour recevoir un bâtiment, en l'occurrence ici, il s'agit de la grande caserne de pompiers de Bruxelles, hein, maintenance, nettoyage compris, modifie complètement la donne, mais complètement. Hein. Ces questions de recyclage font partie du jeu dès le début. Donc, on est dans des périodes d'instabilité absolument totale en tout. Tout bouge très rapidement. Et pourquoi je prends l'exemple du parking? Mais faire un parking maintenant en béton, faut être complètement givré, parce que dans ce parking qui va durer 50 ans, quel sera notre moyen de transport? Pensez à nos moyens de transport, au nombre d'avions, comment les avions ont été faits il y a 50 ans. Hein, quel était le trafic aérien, combien d'aéroports il y avait, combien de gares, combien de trains, à quoi ressemblaient les trains. Imaginez à quoi ressembleront nos moyens de transport dans 50 ans. Personne n'est capable de le dire. Ce qui est extraordinaire, par contre. Et allez jeter un coup d'œil sur quelques communs. C'est open source, vous pouvez l'imprimer, faire des commentaires, envoyer des mails, j'adore. J'ai un beau comité scientifique, un costaud, qui me surveille, pour que je ne déconne pas trop. Hein. Mais ce qui est frappant, c'est l'évolution, la croissance, l'accélération des changements sur la planète. Comme vous pouvez imaginer, quand il y a 3 ans, dans un chapitre lié au réseau, hein, de toute nature, je disais, attention, les oléoducs et les gazoducs russes peuvent un jour être un problème. J'avais mis ça pour rigoler. Vous imaginez? Et le nombre de choses que j'ai mis comme ça pour rigoler dans mon texte, maintenant qui risque d'arriver, c'est dingue. Et donc, ajoutez-en, trouvez-moi des idées. Je manque d'imagination. Il faut vraiment aller jusqu'au bout. Mais pour revenir aux questions de recyclage, je fais bouger, c'est comment? Là, d'accord. Hein? Oui, donc, tiré à part 1419, ça m'a associé, référence, publication, s'il vous plaît. Pour commencer, hein, ça c'est nos bureaux. Et elles sont mises dans le désordre, donc ça c'est comme c'est maintenant. Et ça c'est ce qu'on a trouvé. Alors c'est vraiment l'inverse de ton histoire, Nicolas. C'est un brave avionneur de Tel Aviv qui se fait rouler dans la farine par un immobilier du village et qui paye pur et cher un architecte bobo pour faire un bel immeuble, un appartement à Uccle. Vous voyez le genre de bâtiment qu'on fait maintenant. Et le voisinage s'est insurgé. Le gars ne pouvait pas avoir tout permis de bâtir. Et nous, on était dans une série de maisons, rue du Ham, avenue Boulanger à Uccle, on cherchait à éviter d'envoyer les câbles informatiques au-dessus de la rue du Ham dans les maisons de l'autre côté. Et on apprend ça et je téléphone au mec à Tel Aviv. Il m'a accueilli comme un sauveur. Hein. You want to buy it? I want to buy it. Oh. Et on l'a fait. Enfin, vous dire à propos un truc. Hein.
notre actionnaire principal de n'importe quelle entreprise, et il nous le rend très bien en Belgique, c'est l'État belge. Vous êtes notre actionnaire principal. Hein. Et sans les mesures d'encouragement d'investissement, les mesures fiscales, sagement prises par nos gouvernements récents, on aurait, vous imaginez, un cabinet d'architecture et taper une urine comme ça. Eh bien, on a pu faire ça sans emprunt, step by step. On y a été progressivement. Cette ferme avait été construite par Baron Sassard en 1830. On est bientôt 2 siècles après. Hein. On y est depuis 30 ans. On n'a pas redonné un coup de peinture. Alors, nos kilowatts, évidemment, bravo aussi au recteur d'avoir dit, c'est quoi maintenant? 18 degrés? 19, c'est pas encore 18? Ah, là, il doit faire un petit effort quand même. Hein? Non, mais c'était évident. Au bureau, on ferme les lumières, on diminue les radiateurs et on n'isole pas avec de la poudre de Panama et les façades. Hein? Ça, c'est des trucs qui n'ont. Si vous regardez le life cycle analysis de ces rénovations énergétiques, c'est délirant. Mais pour le moment, tout le monde est aveuglé par ça et fait ça. Mais si vous voulez plumer, c'est la bonne manière de faire. Hein? Ça n'a aucun sens financier. Design, build, maintain and finance, you're crazy. Hein? Et parce que vous mettez l'éclairage naturel, vous mettez l'ensemble des facteurs qui interviennent. Et voilà, donc ça c'est l'histoire. Alors, à propos de quelque chose qui est dramatique. Et on voit ça en Russie. Il y a une autre image que je voulais montrer à propos de rebondissance, que je disais, parce qu'on est vraiment de la même fratrie. Hein. Quand en 41 42, il y a eu le blitz de Londres, c'était terrible. Mais après le bombardement, vous avez des matériaux de construction sur le sol. Hein. À la guerre en Syrie, ou maintenant en Ukraine, après un bombardement, vous avez un bâtiment à démolir. Donc, vous avez perdu 2 fois. Et puis après, il faut encore reconstruire. Hein. L'univers, la planète, passe dans une autre période. Et ce qui est fascinant, et d'où l'intérêt d'écrire mon journal de Cucucoma, c'est qu'en écrivant et en me relisant, je dis c'est incroyable. Il y a 1 an, j'écrivais ça. Mais on est déjà bien plus loin. Et donc, alors je crois être pas visionnaire, c'est un mot prétentieux, mais quand même réfléchi, je suis dépassé par le génie humain, hein, et l'émergence des non-européens, hein, des non-occidentaux. Hein, je veux dire, on s'endort chez nous, hein, à tous les niveaux. Bon, allez, hop. Voilà, ça c'était une photo il y a 30 ans, maintenant il y a des beaux grands arbres, oui. Et ça c'était la cour, et ça c'est la cour maintenant. Hein, et l'arbre à l'âge du bureau. Hein, non, l'arbre à l'âge où j'ai commencé à bosser, en 1977. Et vous avez vu, ce chêne a grandi, la foudre lui est tombée dessus. Hein, alors, attendez, passez rapidement, parce que c'est des chouettes projets, mais il y a beaucoup de recyclage dedans. Mais par exemple, à la Maison de la Culture à Namur, d'abord on adore restaurer des bâtiments, et je vous assure, on ne casse rien. Ça me rend hystérique de casser, parce que je vois des euros qui foutent le corps, des kilowatts qui foutent le corps. Mes petits-enfants maintenant disent non, hein, tu es fou. Hein, oui, donc la première chose à faire, en effet, j'aime pas le mot stock. Le patrimoine, c'est pas du stock, c'est du patrimoine, c'est bien plus que du stock. Hein. Et donc ici, on a restauré les lustres de Venise, nettoyé le truc qu'on a lu, et on a vraiment tout réutilisé, et on a détruit un minimum. Quand vous pensez qu'en ce concours Design Build, il y a des confrères qui rasaient tout. Je ne peux pas imaginer qu'il y ait encore des gens qui pensent à ça. Alors, attendez. Oui, ça, je peux vous parler de ça, des tôles, l'emploi des tôles, la ventilation naturelle, mais oui, ça, c'est le bâtiment Europa. Alors, c'est très rigolo. Hein. Avant Rotor, il y a tous les brocanteurs en Belgique. Hein. Je veux dire, tu as des prédécesseurs et j'imagine maintenant des partenaires.
hein. Vous trouvez chez les brocanteurs tous les vieux châssis que vous voulez, hein. Et ça fait bien longtemps qu'il y a des tas de gens dans les campagnes qui vont acheter chez des brocanteurs des vieux châssis. Donc, je ne suis pas absolument pas original, hein. Mais ici, on voulait être sûr qu'on puisse avoir les châssis. Et la différence entre les images inventées de vieux châssis, des images de concours et de la réalité, vous ne voyez pas la différence. C'est étonnant. Avec le recyclage, il y a aussi une résilience qui s'ajoute au concept. C'est vraiment ce que je dis, c'est vraiment très excitant comme sujet. Je sais pas. Oui, et dans ce bâtiment, hein, aussi, il y avait du beau linge face à nous, hein, je veux dire, des pointures dangereuses pour notre survie, hein, des confrères talentueux. Mais pour le bâtiment, le résidence palace existant, il fallait garder que la façade. Et tous nos confrères ont cassé tous les planchers. Pourquoi? Parce que le reste de conseil a dit oui, mais non, la capacité portante du plancher n'est pas bonne. Mais ils avaient oublié qu'il y avait 10 cm de sable sous le parquet. En enlevant les 10 cm de sable du parquet, et mettant des lattes de bois, ben, j'avais récupéré 160 kg au mètre carré. Et donc, je n'avais pas renforcé les planchers. Donc, on a simplement enlevé le sable. Hein, on a surtout gardé tous les planchers existants et les murs, quoi. Oui. Mais et en plus, c'est assez excitant intellectuellement, hein, de développer ce genre de choses. Alors, excusez-moi, je vais passer tout ça. Je ne sais pas. Ah oui, je suis un homme mandarinien. Hein. Vous connaissez le plastique végétal in nombre plastico, le nombre plastique. Vous connaissez le modulo de Corbusier. Donc, vous connaissez les conneries, pas les choses intéressantes. Hein. Moi aussi, c'est une connerie monumentale. Hein. Le Corbusier a inventé des hiéroglyphes égyptiens, l'homme en 2 dimensions. Hein. Le problème, c'est qu'on est en 3 dimensions. Et moi, jeune comte architecte, monsieur Le Corbusier, j'ai essayé d'appliquer son modulo. Délirant. J'ai fait une maison où j'appliquais ça. It's crazy. Hein. Le Egerix du logis à Boisfort, qui a appliqué dans ses logements sociaux le modulo, on est devenu fou. Au sens, il a été interné à cause de ça. Hein. Van der Laan, ce dominicain à Valls, relisant Vitruve, avait été intéressé par un paragraphe encore en grec qu'il ne comprenait pas. Et comme il est tout le temps comme moine, il a retrouvé la solution et redécouvert le nombre plastique qui est lié, et vous le trouverez dans Culture commun. Frères et sœurs, c'est musique et architecture. Et c'est vraiment les rythmes musicaux, les rythmes architecturaux, c'est la même structure. Hein. Il y a 7 octaves, 7 notes par octave, hein. Il y a 7 ordres de grandeur, hein, et 8 divisions, parce que 3, et pourquoi le nombre plastique, c'est le triangle de Pythagore, hein, 3 sur 4, et 3 sur 4 exposant 8, hein, et ben ça fait 10. Hein. Et donc, vous avez ces mêmes divisions, et vous avez 8 ordres de grandeur, hein, du millimètre au kilomètre, entre ça, et au-dessus de ça. Nous, auteurs de projet, ça ne nous intéresse pas. Bref, donc j'emploie systématiquement ces trucs, et toutes ces structures est basée sur une grille de Van der Laan. Merci, maître. Hein. Et puis on a fait un proto, et c'était, je veux dire, on n'en parle pas. Le plus drôle, c'est quand le bâtiment était fini, les gens croyaient que j'avais triché. J'avais fait des faux vieux châssis. C'est complètement fou, quoi. Hein. Alors qu'ils ne coûtaient rien, ces châssis, quoi. Hein. Bon, mais j'essaie de trouver les... Ah oui, ça c'est notre projet en Chine, là, justement, hein, où vous avez 3 villages verticaux, pleins d'oiseaux, d'insectes, de plantes, et énergie positive, hein, donc tout compris. Et c'est là où est né, ma chien me dit qu'il ne l'a pas mis, la photo, parce que ça c'est William qui travaille dessus, la photo du parking. Ah oui, tiens, avant. Voilà. Hein. Donc, vous avez dans le bâtiment existant, et vous avez ces 3 villages verticaux pour chercheurs. Ça fait 50 ans que je prône la ville verticale. J'ai fait énormément d'écrits. J'ai publié à l'Académie un petit opuscule qui s'appelle La ville verticale, avec des chiffres. Je crois que c'est difficilement discutable. La verticalité fait sens.
certainement pas comme le font les gens depuis la fin de la Seconde Guerre, avec un noyau central avec les pistes et ascenseurs et des bureaux qui regardent dehors, mais au contraire, faire le cœur de la tour creux et d'en faire des lieux d'ensemblement et des lieux perforés. Don Gao n'a pas mis 2 heures à piger. Hein. En Europe, ça fait 50 ans qu'on tape dessus en disant t'es fou. On commence à chantier l'année prochaine. Hein. Et vous voyez à droite, là, les ruches pour les doctorants là-dedans, et puis derrière, le parking pour les 2000 bagnoles avec les plans d'eau en dessous. Oui, ça, c'est les vues dans la tour. Alors, Vesuvio Est, je vais passer ça, la Finlande aussi. Parce que, ah oui, ça c'est pour rire, à propos du recyclage. Hein. Spare money. Hein, c'est en cours d'organisation. Je vous montre avec un peu de patience, dans quelques mois, vous le verrez, elle est en cours de montage. C'est la place Mathieu aux Août. Elle porte bien son nom. Et donc, j'ai expliqué au comte Lippens, une fois qu'on avait gagné le concours, j'ai écouté, monsieur le comte, vous n'avez quand même pas accepté sur votre place de riche des chewing-gums quand même. Moi, je propose de mettre des pièces de monnaie. Et on l'a fait. On le fait. Et je dois ça de nouveau. Voilà. Donc, c'est en cours de réalisation. Et donc, le dallage blanc et noir, hein, tout ça, c'est la réalité. C'est dans 6 mois, vous allez aux autres et vous le verrez. Et vous voyez les dalles depuis. Tiens, je l'ai passé. Vous l'avez vu, la dalle, la pièce Ah oui, là. Hein. Alors, entre le rêve fou de l'architecte et la matérialité, hein, mais, c'est du recyclage, hein, et c'est assez rigolo de voir. Je sais que par hasard, on fait le cachet sur la Banque nationale de Belgique, un tout autre sujet. On en apprend beaucoup sur la fabrication des monnaies, le pourquoi, le comment. Mais comment faire un carreau en béton, là en l'occurrence, avec des pièces de monnaie. Donc, on a demandé à tous les bourgeois de Knokke East leur fonds de poche. On avait besoin de 95 000 pièces de monnaie. Donc, ça a été rassemblé en 1 mois et demi dans toutes les boulangeries, épiceries. On mettait le spare money, hein, et elles sont toutes en production. Mais c'est un jeune, à propos d'artisans, on doit faire une liste de ces jeunes artisans extraordinaires. Comment il s'appelle William, son nom m'échappe maintenant. Le gars de chez. Peu importe, c'est un gars qui fait des blocs de béton en Flandre quelque part. Et j'avais fait avec le centre de chantier des essais. Et finalement, parce que ça va intervenir énormément là-dedans, les robots. Hein. Ce qui va aider le recyclage, c'est la robotisation. Exactement comme vos bagnoles vous aident les robots dans vos voitures vous aident à vous conduire. Eh bien, je m'excuse, je ne trouve pas son nom, je vous prie de m'excuser. Mais ce jeune ingénieur de chez Ebema, son nom reviendra, le week-end invente un petit robot qui soude à chaque pièce de monnaie une tige en inox, qui met les pièces de monnaie intelligentes dans le moule, et puis il coule le béton dessus. Et donc, il fait ces blocs de béton et les pièces de monnaie pour le prix d'un bloc de béton ordinaire. Il y en a évidemment beaucoup. Hein. Mais quand j'ai eu l'impertinence de raconter ça, je n'ai pas dit que je bluffais, parce que quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs, mais je me demandais vraiment qui j'allais trouver comme fou pour le faire, et ça a été fait plus vite qu'on imagine. Donc, ne vous gênez pas à provoquer les artisans, ils adorent ça. Hein, et tu peux confirmer, toi. Hein. Alors, qu'est-ce que... Ah ben oui, je suis au bout. Eh bien, mon vieux. Alors, dans les outils, et d'ailleurs, Madame la doyenne, j'ai eu quelques très beaux TFE en Polytech qui ont contribué au développement de la théorie. Elle a surtout été développée, mais ça reste ouvert. Hein, c'est surtout à la VUB où mon doyen à l'époque était très ouvert et où j'ai pu avoir une dizaine de doctorants qui ont développé la théorie avec je ne sais pas combien de TFE et des TFE de Mons. Je cherche comme ingénieur à objectiver ce que je fais. Hein, et quand, mettons que la structure fasse 25% du prix de cette construction qui est devenue une machine, mais si vous économisez 12%, c'est-à-dire avec une structure la moitié moins chère,
ben, vous avez gagné 12,5% de la coût de construction. Et c'est tellement facile. La plupart des structures sont inutilement coûteuses parce que leur dessin, et ça, mon frère architecte, hein, ne croyez pas les ingénieurs. Hein. Lisez, vous pouvez télécharger le bouquin Puis la classe des sciences à l'Académie avec la théorie complète sur les indicateurs de volume. Ce graphique, si vous voulez, c'est le poids d'une structure dont la longueur est réduite à 1 mètre, dont la charge est réduite à 1 pascal, la charge à 1 newton, et qui travaille à 1 pascal. Et vous pouvez multiplier les règles de 3, ça marche très bien. Hein. Et c'est uniquement fonction de la hauteur sur la largeur, sachant qu'une structure bidimensionnelle est toujours plus légère qu'une structure tridimensionnelle, peu importe ce que vous racontez dans vos cours comme bêtises sur le sujet. Hein. Et ça, c'est la portée isostatique, avec le rapport des poids entre les éléments. Donc, vous imaginez, on va de 1 à 10 en différence de poids, suivant les élancements et suivant le choc au profil. On est en train de développer des outils identiques en thermique et en fluide, hein, de manière à ce que dès que vous prenez le crayon, quand vous avez pris le crayon, hein, votre esquisse, hein, vous avez gagné ou perdu 20% du coût de la construction. Vous avez gagné ou perdu 20% de l'impact énergétique. Hein, un exemple tout con. Hein, pour le moment, il y a la mode des portées dans un parking 16 mètres de portée. 8 mètres 10 marche très bien, mais il faut aussi faire un parking à 5 mètres 40. Eh bien, la quantité de matière du plancher à 8 mètres 10 est 4 fois moins que celui de 16 mètres, et à 5,40, 9 fois moins. Hein, et ça se transforme en énergie grise, et vous apportez ça par an, et dans le calcul, eh bien, on a vite gagné 1 ou 2 gigawatts-heure par emplacement et par an. Hein. Et quand vous pensez, pourquoi je parle de parking? Parce que c'est l'enfant mal aimé. Hein. Personne n'aime entendre parler de parking, mais vous en avez tous ça. Hein. Ou bien vous squattez le domaine public et vous pillez le patrimoine en vous parquant gratuitement. Ce n'est pas normal, quoi. Hein. Objectivement, vous devez faire comme les Japonais, quoi. Hein. Et donc, on a développé, et ça, vous trouverez dans le commun une série d'outils. Ah, et alors là, ils n'ont pas oublié, je termine là-dessus, hein, c'est les 7 octaves et Van der Laan, dans quel ordre? Oui. Hein. Ça, c'est les ordres de grandeur de la construction et les ordres de grandeur de la musique. Et c'est, vous savez ça, hein, un bâtiment a une musique a une construction. Il y a toujours une architecture, une morphologie tridimensionnelle, pas dimensionnelle, ça ne marche pas. La musique, c'est 3 dimensions. Pas la musique, on regarde dans un tableau, ça n'a pas de sens. Hein. C'est atone. Hein. Nonobstant les qualités de la musique. Mais la construction, et il m'arrive, Pierre Bartholomé m'a fait le grand plaisir d'écrire l'Ode au courage pour la caserne pompier de Charleroi dans un espace dédicacé. Hein. Ben, il a écrit cette musique qui a été réalisée à Monceau-sur-Sambre par les amateurs de Monceau-sur-Sambre à partir de nos plans et du bâtiment. Hein. 2 ou 3 autres compositeurs, Henri Pousseur, avant qu'il décède, aussi pour l'espace Christian Trubon en Nivelle, inviter des musiciens, quand vous dessinez, vous pouvez imaginer, ils composent en même temps que vous composiez. Une œuvre à 2 mains, à 4 mains. 2 mains du musicien et 2 mains de l'architecte. Je vous remercie à vos questions. C'est ça. Là, un rappel, non. Ah, si. Vous avez parlé de non-photo. Plastique, c'est quoi pour Eh bien, non, vous savez aussi la définition d'études. Et ça, c'est universel. Quand vous regardez la morphologie
le temps réjouisse de sa tombée, hein, de la cité impériale africaine, des pyramides au Mexique. C'est extraordinaire de voir, et c'est Van der Leyen qui a découvert, hein, et c'est fascinant, c'est que je vois ça bizarre parce que un jour, une conférence, un cours à l'université d'Antofagasta, dans le delta canal. Et donc, je parle d'un coup, je sais pas pourquoi je sors Van der Leyen. Et toi, Gilles, en fait, c'était 600 000 étudiants, c'est tout. Et j'entends une rumeur de Il nombre est plastico. Et du coup, j'ai découvert que bon, là, au Chili, tous les étudiants formés, fatalement, grâce aux jésuites de Madrid qui donnaient cours là, a pris le nom plastico. Mais aux Pays-Bas, en Espagne, au Chili, c'est la partie du enseignement. Tout le monde rigole du moduleur. Et je ne sais pas pourquoi. Exactement comme on apprend aux étudiants probablement à utiliser Revit, on continue les ateliers écrits, le moduleur de Corbusier. C'est très bien pour une fresque, mais nous ne sommes pas peintres. Nombre d'or à deux. Le nombre d'or, c'est phi carré égale à phi plus 1. Nombre plastique, c'est PQ égale à phi plus 1. Ça veut tout dire, quoi. Hein? N'ayez pas peur des maths. C'est clair. Hein? Les lycéens diront aussi, hein? Le nombre plastique. Le plastique, c'est pas le nombre plastique. Hans, c'est comme dans la page. D'autres questions? On va pouvoir clôturer. Merci encore à mes deux intervenants. Je rappellerai juste qu'on a un autre, comme je disais au départ, on a un autre événement, une journée d'études le 16 février. Donc là, c'est sur toute la journée et la conférence le soir. Donc normalement, les liens sont disponibles sur Facebook, l'événement, pour s'inscrire. Donc voilà. Merci. Bonne soirée à vous. Avec l'expo. Merci.